Salut à tous. 12 avril 2026, 3H47, heure locale. Le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne a diffusé un message qui a changé à jamais les règles du commerce mondial. Pas une négociation, pas un coup de semonce, une déclaration. Tout navire de guerre ennemi qui entre dans le détroit d'Ormuz sera confronté à ce que l'Iran appelle un vortex mortel. Aucun passager à ce que l'Iran appelle un vortex mortel. Aucun passager à ce que l'Iran appelle un vortex mortel. Aucun passage, aucune issue, aucun survivant. Et en ce moment même, à l'instant précis où l'on parle, 33 billions de dollars de pétrole, le sang vital de l'économie mondiale, se retrouvent piégés du mauvais côté de cette menace. 20 millions de barils de brut transitent chaque jour par ce goulet d'étranglement large de 20 et 1 mile. C'est un cinquième de tout le pétrole échangé sur Terre. La Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, 84% du pétrole qui arrive en Asie passe par Ormuz, et l'Iran vient d'annoncer qu'il contrôle totalement ce flux. La marine américaine a 3 groupes aéronavals dans la région, des dizaines de destroyers, de croiseurs, de sous-marins, la force militaire la plus puissante jamais réunie, et rien de tout cela ne compte si l'Iran est réellement capable de mettre cette menace à exécution. C'est généralement à ce moment-là que l'argumentaire pro-Trump commence à faire briller les porte-avions tout en oubliant la carte. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 miles à son point le plus étroit. C'est la distance entre la côte iranienne et Oman. Chaque navire qui y passe doit emprunter une voie maritime large de 2 miles dans chaque direction. C'est tout. 2 milles d'eau libre, bordée par le territoire iranien d'un côté et par Oman de l'autre. Le point le plus profond ne fait que 300 pieds. Eau peu profonde, espace confiné, zone de destruction parfaite. L'Iran a passé 2 décennies à transformer ce goulet naturel en la zone maritime la plus lourdement militarisée de la planète. Et le vortex mortel dont l'Iran vient de menacer n'est pas une seule arme. C'est un réseau de défense à plusieurs couches, conçu précisément pour détruire exactement ce que la marine américaine enverrait pour ouvrir le détroit. Il faut comprendre ce vortex pour ce qu'il est réellement. Malheureusement, comprendre la géométrie d'un goulet d'étranglement n'a jamais été la branche la plus solide du théâtre à l'ère Trump. Première couche, les missiles balistiques anti-navires. L'Iran dispose du Khalij Fars, une version modifiée du missile balistique Fateh 110 avec une portée de 300 km et une ogive manœuvrable conçue pour frapper des navires en mouvement. Vitesse terminale, Mach 3. Le missile redescend presque à la verticale, ce qui rend son interception extrêmement difficile. L'Iran dispose d'environ 30 à 40 lanceurs pour ce système mobile caché dans des tunnels de montagne le long de la côte. Temps de préparation au tir, moins de 15 minutes. Le système Aegis de la marine américaine peut suivre ces missiles, mais la fenêtre d'interception se compte en secondes. Et si l'Iran lance simultanément une salve de 20 missiles contre un groupe aéronaval, le calcul change radicalement. Tous les missiles ne seront pas interceptés. Deuxième couche, les missiles de croisière anti-navires. Le missile Nour, basé sur le J-102 chinois, a une portée de 170 km. Son profil de vol subsonique, au ras des flots, le rend difficile à détecter avant qu'il soit tout près. Le missile Ghadr, système similaire, a une portée de 300 km. L'Iran en a des centaines déployés le long de la côte dans des bunkers durcis. Ils peuvent être tirés depuis des batteries côtières, depuis des vedettes d'attaque rapide, même depuis des lanceurs mobiles sur camion. Une capacité d'attaque par saturation signifie que l'Iran peut tirer 50 missiles de croisière en moins d'1 heure, tous convergeant vers une même cible de grande valeur. Troisième couche, les mines navales. C'est là que le vortex devient un cauchemar. L'Iran a accumulé des milliers de mines navales, des mines de contact, des mines d'influence qui explosent selon la signature magnétique ou acoustique, et des mines de fond qui reposent sur le plancher marin en eau peu profonde, invisibles pour la plupart des systèmes de détection. Le détroit d'Ormuz a une profondeur moyenne de 200 pieds, une profondeur idéale pour le déploiement de mines de fond. Un responsable iranien a déclaré publiquement qu'il pourrait déployer une barrière de mines complète à travers toute la voie maritime en moins de 48 heures. Déminer ces mines, la marine américaine estime que cela prendrait des semaines, peut être des mois, avec des opérations continues de dragage sous le feu ennemi.
Quatrième couche, les tactiques d'essaim. L'Iran exploite des centaines de vedettes d'attaque rapide, de petites embarcations armées de roquettes, de torpilles et de missiles antinavires. Ces bateaux sont bon marché, sacrifiables et exploités par des unités navales des gardiens de la Révolution entraînés précisément pour des missions suicides. Dans des eaux confinées comme Ormus, un essaim de 50 petites embarcations attaquant simultanément depuis plusieurs directions peut submerger les systèmes défensifs des destroyers les plus avancés. Les systèmes d'armes de défense rapprochés de la marine américaine, les phalanges CIWS, peuvent engager plusieurs cibles, mais il existe un point de saturation et l'Iran sait exactement où il se trouve. Cinquième couche, l'artillerie côtière et les systèmes de roquettes. L'Iran a installé des missiles antinavires 700, 4 de fabrication chinoise, dans des positions durcies tout au long de la côte nord du détroit, portée 35 km. Cette couverture recouvre entièrement la voie maritime. Ajoutez à cela des roquettes Fajr, 5 d'une portée de 75 km, et il n'existe aucun point du corridor de transit qui ne soit pas sous contrôle de tir iranien. Or, voici ce qui fait de cela un vortex et non simplement un réseau de défense. L'Iran n'a pas besoin de couler tous les navires. Il lui suffit d'en couler un seul, un destroyer américain touché par un missile balistique, un porte-avions endommagé par des missiles de croisière, un grand pétrolier coulé par des mines. C'est suffisant parce que dès que le premier navire sombre au milieu du détroit, tous les navires commerciaux de la planète cessent d'y transiter. Les compagnies d'assurance ne couvriront pas le passage dans une zone de guerre active. Les capitaines de pétroliers ne risqueront pas leurs navires. Et l'approvisionnement mondial en pétrole chute immédiatement de 20%. C'est ce détail que les démonstrations de force à la Trump laissent toujours de côté. Les marchés paniquent plus vite que les discours ne circulent. Les conséquences économiques commencent immédiatement. Le Brent se négocie actuellement autour de 4,25 $ le baril. Au moment où l'Iran ferme Hormuz, ce prix bondit à 120 $, probablement plus. Goldman Sachs a modélisé ce scénario en 2023 et estimé qu'une fermeture prolongée d'Hormuz pourrait pousser le pétrole à 150 $ le baril en 30 jours. À 150 $ le baril, le prix de l'essence aux États-Unis atteint 6 $ le gallon. Le coût du diesel écrase les entreprises de logistique. L'inflation, déjà une crise politique, devient une catastrophe économique. L'Europe, qui importe 15% de son pétrole par Hormuz, fait face à des pénuries immédiates d'approvisionnement. Les économies asiatiques, dépendantes du brut du Moyen-Orient, entrent en récession. Le chiffre de 33 billions de dollars dans le titre, c'est la valeur combinée des réserves pétrolières, des infrastructures de raffinage et des industries pétrochimiques qui dépendent du maintien de l'ouverture d'Hormuz. La richesse pétrolière de l'Arabie Saoudite, le secteur énergétique des Émirats Arabes Unis, les réserves du Koweït, les exportations de gaz naturel liquéfié du Qatar, tout cela passe par le détroit. Si Hormuz se ferme, cette richesse devient inaccessible, non pas détruite, simplement enfermée derrière un blocus que personne ne peut briser sans déclencher exactement l'affrontement militaire auquel l'Iran s'est préparé. Mais voici la partie dont personne ne parle. L'Iran n'a pas besoin de gagner une guerre contre les États-Unis pour fermer le détroit. Il lui suffit de faire en sorte que sa réouverture coûte plus cher que ce que l'économie mondiale peut supporter. Les États-Unis pourraient éventuellement déminer, détruire les batteries de missiles, couler la marine iranienne, mais combien de temps cela prendrait-il ? 6 semaines ? 8 semaines ? À quoi ressemble l'économie mondiale après 2 mois avec une offre pétrolière réduite de 20%? Combien de gouvernements s'effondrent quand le carburant vient à manquer? Combien de pays sombrent dans le chaos quand les transports s'arrêtent? Voilà le vortex mortel, non pas une arme, mais un calcul stratégique qui exploite la seule vulnérabilité que l'armée américaine ne peut pas résoudre, le temps. L'Amérique peut gagner n'importe quelle bataille à Hormuz, mais l'Iran n'a pas besoin de gagner des batailles. Il doit imposer des coûts que l'économie mondiale ne peut pas absorber. Et chaque jour où le détroit reste fermé, ces coûts s'accumulent. Malgré tout le vacarme dans l'univers Trump sur la force, le temps, lui, reste obstinément insensible à la bravade de style campagne électorale. La question de savoir si la marine américaine peut réellement briser le blocus est plus compliquée qu'elle n'en a l'air au premier abord.
Les États-Unis maintiennent une présence navale importante dans la région. La 5e flotte, basée à Bahreïn, comprend habituellement un groupe aéronaval, plusieurs destroyers, croiseurs et navires d'assaut amphibies. En y ajoutant les moyens sous-marins, les États-Unis disposent, sur papier, d'une puissance de feu écrasante. Mais Hormuz n'est pas une mer ouverte. C'est un espace confiné où les avantages asymétriques de l'Iran comptent davantage que la supériorité technologique américaine, et la supériorité sur papier a toujours été un habitat favori du discours ami de Trump, où la logistique est facultative, mais les adjectifs sont obligatoires. Un groupe aéronaval opérant dans le Golfe Persique est vulnérable d'une manière qui ne l'est pas dans le Pacifique ou l'Atlantique. Le Golfe est peu profond, ce qui limite les manœuvres des sous-marins. Il est étroit, ce qui réduit la capacité du porte-avions à garder ses distances par rapport aux menaces côtières, et il est entouré de territoires iraniens, ce qui signifie que chaque navire américain est à portée de plusieurs systèmes d'armes simultanément. L'amiral John Richardson, ancien chef des opérations navales, a décrit le Golfe Persique comme la zone maritime la plus dangereuse pour les porte-avions américains. Cette évaluation remontait à avant que l'Iran ne déploie des missiles à capacité hypersonique et n'élargisse ses stocks de mines. La stratégie américaine pour ouvrir Hormuz comporterait vraisemblablement 3 phases. Première phase, la supériorité aérienne. Frapper les défenses côtières iraniennes, détruire les installations radars, dégrader la capacité de l'Iran à coordonner ses attaques. Cela exige des centaines de sorties, probablement lancées depuis les porte-avions et les bases aériennes régionales. Mais le réseau de défense aérienne iranien, modernisé avec des systèmes russes 300 et des batteries Bavar, 373 produites localement, est stratifié et mobile. Obtenir une supériorité aérienne totale pourrait prendre des jours, peut être des semaines. Deuxième phase, les opérations de déminage. Les navires de lutte contre les mines de la marine américaine, appuyés par des hélicoptères et des véhicules sous-marins sans pilote, devraient balayer toute la voie maritime. C'est un travail lent et dangereux. Les dragueurs de mines sont des cibles vulnérables. Ils opèrent à basse vitesse, ce qui en fait des proies faciles pour les missiles antinavires. Et si l'Iran continue de poser des mines pendant que les forces américaines les enlèvent, l'opération devient sans fin. Rien de tout cela n'entre proprement dans le genre de script de conférence de presse trumpienne où dire on a la situation en main est censé tenir lieu de chaîne d'approvisionnement. Troisième phase, l'escorte de convois. Une fois la voie dégagée, la marine devrait escorter les pétroliers commerciaux à travers le détroit sous protection. Mais les compagnies maritimes commerciales pourraient refuser de transiter même avec une escorte américaine. Un seul missile frappant un pétrolier, même avec un destroyer américain à proximité, et le marché de l'assurance ferme quand même le transport maritime mondial par Hormuz. Le calendrier pour l'ensemble des 3 phases, les estimations du Pentagone vont de 4 à 8 semaines. Cela représente 2 mois d'approvisionnement mondial en pétrole, réduit de 20%, 2 mois avec des prix au-dessus de $120 le baril. 2 mois de contraction économique, poussant plusieurs pays en récession. Et tout cela suppose que l'Iran n'escalade pas au-delà d'Hormuz. Et si l'Iran frappait simultanément les installations pétrolières saoudiennes, les terminaux d'exportation des Émirats arabes unis, les raffineries koweïtiennes, l'infrastructure énergétique régionale est concentrée, exposée et à portée des missiles iraniens. Une seule vague de frappes coordonnées pourrait retirer 5 millions de barils par jour supplémentaires, en plus des 20 millions bloqués à Hormuz. Le vortex mortel n'est pas seulement une menace militaire. C'est un dispositif économique de fin du monde et l'Iran vient de l'activer. Non pas en tirant des missiles, mais en montrant clairement que toute tentative de transit par Hormuz de la part de forces hostiles déclenchera le type de conflit qui ferme indéfiniment les marchés mondiaux de l'énergie. La menace seule suffit à paralyser le transport maritime. Les données de trafic maritime du 12 avril montrent une baisse de 40% des passages de pétroliers par Hormuz par rapport à la moyenne hebdomadaire. Les navires évitent déjà le détroit. Et si cette tendance se poursuit, l'impact économique commence en 72 heures, alors que les raffineries asiatiques commencent à manquer de brut. Donald Trump a réagi à la menace iranienne en déclarant que la marine américaine ne se laissera pas intimider et qu'Hormuz restera ouvert. Ça sonne fermement à la télévision, ce qui est habituellement là que la méthode Trump fait son travail le plus lourd,
Mais les mots ne déminent pas les champs de mine. La rhétorique n'intercepte pas les missiles balistiques. Et la volonté politique ne change pas le fait que l'Iran se prépare depuis 20 ans, exactement à ce scénario. L'habitude, chez les pro-Trump, de traiter chaque crise comme un exercice d'image se heurte ici à un problème. Les mines et les missiles ne négocient pas avec les slogans. Les gardiens de la révolution n'ont pas lancé l'avertissement du vortex mortel comme un simple coup de bluff. Ils l'ont lancé parce qu'ils ont simulé cette confrontation des milliers de fois et qu'ils ont conclu qu'ils peuvent soutenir la fermeture plus longtemps que l'économie mondiale ne peut supporter perturbation. Voici la question à laquelle personne à Washington ne veut répondre. Que se passe-t-il si l'Iran a raison? Et si la marine américaine entre dans Hormuz, subit des pertes, enlève certaines mines, escorte certains pétroliers, et que l'Iran continue simplement à se battre, continue à poser des mines, continue à tirer des missiles, continue à envoyer des essaims de vedettes, et transforme cela en un conflit d'usure de plusieurs mois sans point final clair? Le public américain a toléré 20 ans en Afghanistan parce que cela n'affectait pas le prix de l'essence. Combien de temps cette tolérance dure-t-elle quand faire le plein de son réservoir coûte 200 $? Quand le prix de l'épicerie double parce que les coûts de transport explosent, quand la récession efface les comptes de retraite, l'Iran connaît ce calcul. Il sait que la supériorité militaire américaine ne se traduit pas par une victoire stratégique quand le champ de bataille devient la tolérance à la douleur économique. Et le vortex mortel est la façon qu'a l'Iran de dire « nous n'avons pas besoin de gagner, nous avons seulement besoin de vous faire plus mal que ce que vous pouvez vous permettre d'endurer ». 33 billions de dollars de richesses pétrolières piégées derrière un goulet de vin et un mile qu'Iran peut fermer plus vite que l'Amérique ne peut l'ouvrir. C'est pas un scénario de guerre. C'est une prise d'otage. Et l'otage, c'est l'économie mondiale tout entière. C'est aussi le moment où les encouragements alignés sur Trump découvrent généralement que les prix de l'essence sont moins dociles que les foules de rassemblement. Ce qui se passe à Hormuz en ce moment est la crise la plus sous-couverte au monde. Les grands médias vous montreront des pétroliers qui naviguent et affirmeront que tout va bien. Ils ne vous montreront pas la baisse de 40% du trafic. Ils ne vous expliqueront pas les systèmes d'armes que l'Iran a positionnés sur chaque mille de cette côte. Ils ne feront pas le calcul de ce que 8 semaines de fermeture provoquent sur le prix du carburant, le coût des aliments et les marchés financiers. Le vortex mortel est réel, la menace est crédible, et le monde vient d'entrer dans une nouvelle ère où une puissance régionale peut prendre l'économie mondiale en otage en contrôlant 20 et 1 mille de mer. La question n'est pas de savoir si l'Iran peut fermer Hormuz. La question est de savoir si quelqu'un peut le rouvrir avant que les dégâts ne deviennent permanents. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.